Bonjour Marie-Christine Horn. Bonjour. Alors ravie de vous recevoir à la petite librairie pour la première fois, alors que vous avez quand même déjà plusieurs livres déjà parus. Oui. Combien ça vous est 9. 9. Là c'est le 9e. C'est le 9e. Oui. Donc là, on va parler de votre dernier livre qui est un roman noir sans raison. Voilà. C'est aux éditions Okama et BSN Press. Juste nous dire un petit mot sur ces éditions. Alors BSN Press, c'est une maison d'édition avec laquelle j'ai collaboré déjà pour mes 3 précédents ouvrages. D'accord. Et puis c'est une nouvelle collaboration avec les éditions Okama. Ils ont développé une collection qui s'appelle Ténébris. Okay. Et qui regroupe justement des romans noirs, des romans policiers. D'accord. Donc justement, c'est un roman noir qui est bref et intense. Qu'est-ce qui vous a emmené à l'écriture? Le goût de lire, déjà. Déjà. Donc j'ai toujours aimé écrire et lire, enfin d'abord lire et ensuite l'écriture est venue naturellement. Sans que je puisse vraiment l'expliquer. Un jour j'ai eu une idée de livre et puis je m'y suis mise. Comme ça? Comme ça, oui. Parce qu'au quotidien, que faites-vous au quotidien vous aussi? Au quotidien, je suis spécialiste en exportation. D'accord. Donc rien à voir. Rien à voir. Rien. Très bien, donc vous conciliez les deux. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous résumer votre roman en 3 mots-clés? Et là, je vous laisse. Alors, 3 mots-clés. Résilience, acharnement et misère. Merci. Alors, la couverture de votre livre est également sombre. Que représente-t-elle? Ça représente une balance pour bébé. Une balance pour bébé, mais particulière quand même. C'est une balançoire pour bébé, là, c'est une vieille balançoire pour bébé où on mettait les jeunes enfants dedans, pour qu'ils soient vraiment entourés et où les gens passent. En fait. Il y a un côté un peu carcéral. Enfin, il y a un petit côté carcéral, ouais, qui est volontaire dans le choix de cette balançoire, parce que finalement, le livre s'ouvre sur une tuerie qui a lieu sur une place de jeu, où des enfants, malheureusement, vont perdre la vie. D'où le bandeau caution sur la balançoire. Et évidemment, le forcené qui a ouvert le feu va être incarcéré. Alors, on va parcourir un petit peu votre roman en lisant quelques phrases et quelques extraits. Est-ce qu'il y a quelque chose, une morale ou quelque chose que vous avez voulu souligner en écrivant ce livre? C'est plutôt une présentation d'une situation. Un roman noir, c'est toujours une critique sociale à un moment donné d'une époque. Et aujourd'hui, et notamment, j'ai pu le constater aussi très fort, les incohérences administratives ont créé beaucoup de misère. Mais on élimine ces gens dans le besoin par des statistiques finalement. Et c'était plutôt une interrogation, c'était plutôt une envie de présenter des situations, en tout cas de décrire des situations de vie qui amènent le lecteur à s'interroger sur ces incohérences-là. Voilà, et qui sont très réelles, c'est pas inventé. Oui, tout à fait. Et donc, ça se passe en Suisse? Ça se passe en Suisse, oui. Voilà, et la Suisse, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas exemptée de ces problèmes-là. Oui, c'était la raison pour laquelle je trouvais important de le spécifier, oui. Ouais. Alors, ou en tout cas de le donner à lire. J'étais très surprise après l'écriture de ce livre. J'ai beaucoup de lecteurs que j'ai rencontrés ou qui m'ont contacté pour me dire que des gens qui n'ont jamais subi ça, qui ont la chance de ne jamais se retrouver à des confrontations de vie compliquées, qui n'étaient pas au courant de ces choses-là. Or, les situations que je décris sont des situations réelles, qui sont traitées dans le livre administrativement de manière réelle aussi. Donc, la première phrase de votre livre, c'est « Peut-être avait-il fait trop beau ». J'adore parce que quand on lit ça, on se dit est-ce qu'un simple trop-plein de soleil peut déclencher, on sent qu'il va se passer quelque chose, et tout de suite dès la première phrase, et puis plus tard vous parlez de goutte qui fait déborder le vase, donc pour vous, est-ce que ça montre déjà qu'il va y avoir un débordement Oui, vous le dites très justement, la notion du trop, c'est que quand il y a trop, ça dépasse la normalité. Donc oui, évidemment que ça va provoquer... mais ce trop, c'est juste, il a cette importance-là. Oui, une journée de soleil interminable. Oui. Cette goutte qui fait déborder le vase, on la retrouve plus loin, page 16.
quand vous parlez de Venise. Oui. Et alors, j'adore. J'adore parce que des choses qui paraissent magnifiques, en fait, quand on les lit. Je ne sais pas, je vais peut-être juste lire ce petit passage, puis vous nous lirez un passage après. La goutte chinoise, la goutte de trop, celle qui provoque le débordement des vases, des rivières, des fleuves, des océans. Celle par qui Venise se noie entre les paquebots de touristes, les gondoliers agressifs et les pigeons fins gras. Le réputé romantisme d'une ville parasitée par ses vendeurs insistants, ses odeurs de poissons morts, ses toilettes publiques hors de prix, une vie où l'on crève de faim, si tant est qu'on n'est pas riche. Voilà, alors... D'ailleurs, si vous êtes déjà allé à Venise, oui. Cette description est tout à fait caractéristique. Vous, pour Venise, c'est pas trop... Non, alors vraiment, c'est une ville, quand on la connaît pas, c'est un peu le rêve. Les gens disent, ah, c'est le rêve d'aller à Venise, c'est magnifique, on se réjouit. Et une fois sur place, c'est juste un attrape touriste. Tout est fait pour vous faire débourser de l'argent. La nourriture n'est pas forcément bonne. En plus de ça, c'est noyé de monde, ça sent très mauvais. Et puis les gens ne sont pas sympas et vous ne faites pas 2 mètres sans vous faire aborder ou quelqu'un vous demande de l'argent. C'est insupportable. Et là, on dit que c'est une ville romantique, mais moi, je trouve que c'est plus romantique chez moi dans ma cuisine. Vous êtes très lucide, en fait. Mais oui, mais je trouve pas que c'est très romantique de débourser des sommes astronomiques pour faire une espèce de représentation de l'amour qui est en fait où vous n'êtes jamais tranquille, puis vous êtes dérangé toutes les 2 secondes par des vendeurs de toutes sortes. Alors cette goutte qui fait déborder le vase, on la retrouve aussi, je dirais page 23 par exemple, où là on voit comment le meurtre, enfin comment le drame va se produire. Le meurtrier se dit qu'il souhaitait simplement interrompre le bruit. Le bruit est une torture, nul ne l'ignore. Il l'endurait depuis trop longtemps, le bruit à l'intérieur de sa tête, puis partout ailleurs. C'est très beau d'ailleurs, les sons dégoulinés des murs, du sol, des fenêtres, pénétraient chacun de ses pores, l'empêchaient de dormir, d'écrire et de se concentrer sur un article de journal. Là aussi, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, le bruit des enfants. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire? C'était trop pour lui. Je pense qu'à ce moment-là, voilà, c'était trop pour lui. À ce moment-là, c'était plus supportable. Je pense que sa vie ne lui était plus supportable à ce moment-là. Et évidemment, c'est tout à fait correct que le bruit est une véritable torture. Quand vous avez tout le temps du bruit, des choses dans la tête, et là, en l'occurrence, c'est dans sa tête que ça tourne sans arrêt, on n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à trouver des solutions. On est juste empêtré là-dedans. Et là, à ce moment-là, je pense qu'il n'arrivait plus à écouter son propre malheur. Et le fait de ne pas pouvoir se recentrer sur lui, ça a été vraiment quelque chose qui l'a fait sortir, enfin qui lui a fait perdre le sens du réel. Mais là, en l'occurrence, c'est même pas une invention. C'est déjà arrivé que des gens, agacés par les bruits, les cris, sortent une arme et tirent dans Surtout dans qu'en la rue, Suisse, quoi. chacun a une arme chez soi. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, ou en tout cas c'est répertorié, mais à l'époque, oui, pour les gens plus âgés, enfin les hommes plus âgés, ils avaient l'opportunité de garder leur fastenant à domicile, c'est sûr. Il y a eu d'ailleurs beaucoup d'accidents, que ce soit en termes de ce type d'accidents, mais également de gens qui se sont ôtés la vie. Est-ce qu'on peut faire un lien avec le titre, Sans raison, par rapport à ça, justement? Oui, tout à fait. Parce que c'était ce qui a motivé le sens du titre, puisque en général... Il n'y a pas de mobile finalement. Il n'y a pas de mobile, il a tué sans raison parce qu'on ne C'est la misère humaine. Et puis en fait ce livre tente à expliquer que derrière un acte sans raison, il y a toujours quand même des raisons. Mais simplement elles se voient pas, elles se justifient pas ces raisons-là. Ça reste quand même un meurtrier, un assassin d'enfant. Alors dans votre histoire, à un moment donné... il y a un camping et puis dans le camping, il y a une boîte à livres. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la boîte à livres? Mais elle représente... Moi, j'aime beaucoup les boîtes à livres. Hein, ça fait un peu de lumière dans toute cette misère, justement, dans toute la noirceur de votre histoire. Pour le deuxième personnage principal de ce livre, donc Margot, qui elle aussi a subi des incohérences administratives,
mais qui va prendre en fait une décision de vie totalement différente que celle qu'a prise Salvatore et qui l'a conduit où il en est. C'est qu'elle décide de renoncer à ça, elle décide de renoncer à rentrer dans ce système-là. Et pour survivre, elle va trouver une résidence dans un camping de résidents à l'année. En fait, elle va s'installer dans un camping parce que les prix des locations à l'année sur une parcelle, comme on peut l'imaginer dans ce livre-là, c'est dans les 3 000 francs par année. Donc évidemment, Francs suisses, 3 000 francs suisses par année, effectivement. Donc elle n'a pas d'autre mesure que de renoncer au confort d'un quotidien dans un appartement pour aller dans une caravane de 9 mètres carrés finalement. Et finalement, c'est un peu le paradis. Enfin, dans 9 mètres carrés, on n'a pas grand-chose à faire aussi. Le ménage il est vite fait. Au niveau humain niveau humain, c'est différent, mais finalement, quand il pleut ou quand les gens sont chez eux ou quand vous êtes on ne peut pas non plus vivre tout le temps dans la foule. Donc à un moment donné, quand elle est chez elle, elle n'a rien d'autre à faire que lire. Donc les boîtes à livres, elles ont toute leur importance. Là, mais on revient dans une époque où les gens qui n'ont pas forcément la télévision ou qui sont chez eux le soir, ils lisent finalement. Oui, puis elle annote les livres du coup. Elle les annote pour continuer à garder une certaine gymnastique mentale, pour rester toujours un peu dans la réflexion, pour continuer à réfléchir et à exercer l'écriture. Donc le livre, c'est aussi la culture et ça peut nous aider, même dans des cas précaires, justement, ça peut être aussi une source. Je pense que ça aide beaucoup de monde, oui, tout à fait. Comment on pourrait se poser la question, comment faire pour échapper à cette précarité de la vie? Il y a l'alcool, la drogue qui nous entraîne aussi, même parfois sans ça, facilement, ou même le manque d'amour quand on est enfant. À un moment donné, c'est difficile à exprimer comment. Je crois il y a beaucoup de gens comme ça. Enfin, vous voulez souligner ça aussi dans l'histoire, c'est on n'arrive pas à échapper à la précarité dans certaines situations de vie. Ça peut être des mauvais choix, ça peut être de la malchance, ça peut être des situations de vie qui dégringolent. Et pour la pandémie a créé beaucoup de précarité. Alors, comment y échapper? Il n'y a pas d'échappatoire. On a tous subi ça. Maintenant, il y a des gens qui avaient un emploi, qui avaient la possibilité de travailler à domicile, etc., ou qui avaient des emplois, ce qu'ils disaient précaires. Comme dans les magasins, les pharmacies, etc., donc, où les gens pouvaient travailler, ça n'a pas posé de difficultés majeures. Maintenant, pour le monde de la cuisine, de la restauration, ça a été une catastrophe. Mais vous avez écrit ce livre après? Après, oui. Pas pendant? Non, après. Parce que c'était pas la situation de la pandémie qui m'intéressait. Je pense que beaucoup de gens ont écrit sur la pandémie, beaucoup de gens ont fait des ouvrages par rapport à ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les situations de vie que ça provoquait. Et en fait, ce qui m'ont sensibilisée à une certaine forme de précarité qui m'était pas forcément connue non plus. Mais j'ai vu des gens tout perdre. Leur emploi, le restaurant, qui ont cumulé des dettes, parce que si vous êtes restaurateur et qu'on vous empêche de travailler, vous devez quand même continuer à payer votre loyer. Parce que votre bailleur, lui, il doit quand même continuer à payer l'hypothèque à la banque. Donc vous vous retrouvez avec des gens dans l'incapacité d'exercer leur métier, mais qui ont quand même des factures à payer, les aides de l'État. Mais c'est une catastrophe déjà pour venir, pour pouvoir les toucher, et puis ça crée une misère énorme. Et les gens croient, oui, mais l'État a aidé, mais c'est pas vrai. L'État va pas pouvoir payer des loyers ad aeternam pour toute une population de restaurateurs et des cuisiniers qui étaient au chômage, ceux qui n'avaient pas une année de revenus, comment ils font pour toucher des primes. Et vous avez reçu des retours de gens qui ont lu ce livre, peut-être au niveau politique ou je ne sais pas? Alors, j'ai reçu beaucoup de retours d'avocats ou de gens dans la politique qui ont été très sensibilisés à ça, enfin, qui le sont déjà, parce que les gens qui traînent dans la politique, ils sont déjà sensibles à ce niveau-là, c'est pas une donnée inconnue pour eux. Maintenant, quels sont les moyens? Où on trouve les finances? Qui sponsorise cet état de fait? C'est compliqué, vous ne pouvez pas tout d'un coup. Si vous dites, écoutez, le restaurateur ne peut pas payer, je prends un exemple concret, son loyer, vous créez la misère chez le bailleur. Oui, et voilà. Puis vous ne pouvez pas aller dire au banquier, finalement, on va arrêter de vous payer le loyer, puis vous faites cadeau de ça. Ça, on fait pour les banques en faillite, mais pas pour les pauvres restaurateurs qui doivent payer leur loyer. Oui, difficile alors. Vous parlez aussi de la prison en Suisse. Oui.
Est-ce que vous faites, entre la prison et le camping, est-ce que vous faites une comparaison ou qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la prison en Suisse, sur l'état des prisons? Alors ce sont en fait deux formes de huis clos, puisque Salvatore évidemment va se retrouver en prison, et ça c'est bien normal. Ouais. Mais finalement, Margot va aussi s'enfermer dans ce camping-là, elle va aussi être dans une forme de huis clos, mais avec des interactions qui sont complètement différentes et dans des environnements qui sont opposés. J'aimais bien, moi, cette comparaison entre ces situations de vie qui, à la base, pourraient être quand même assez similaires sur la misère sociale, et en même temps le traitement différent par rapport à toute l'introspection qui se fait, puisque chacun va arriver dans une sorte d'introspection personnelle, mais celle de Salvatore va lui révéler des choses sur lui-même dans sa vie qui vont aider aussi le lecteur à comprendre pourquoi il en est arrivé là, tandis que Margot, elle, ça va l'ouvrir sur d'autres choses et sur finalement les vraies valeurs de la vie. Et sur le monde carcéral, pardon, je n'ai pas répondu à votre question. Alors, je trouvais aussi intéressant, alors c'est clair, j'ai dû me documenter, j'ai eu la chance de bénéficier effectivement d'un entretien avec quelqu'un qui travaille comme agent de détention dans une prison ici à Genève et qui m'a expliqué un petit peu le fonctionnement parce que ça m'intéresse aussi de savoir. Et c'est vrai que c'est fou quand même quand on se dit que ces gens-là qui sont dans une misère sociale ou qui n'arrivent pas à obtenir les aides et des appuis nécessaires pour pouvoir fonctionner dans leur quotidien, parce que souvent, les gens qui ont aussi de la précarité, c'est pas seulement forcément de la malchance ou la faute à pas de chance, c'est aussi parfois des gens qui n'ont juste pas le potentiel pour faire des choses. Combien de gens ne sont pas à l'aise avec l'administration, ils sont incapables de remplir une fiche d'imposition et qui se font taxer à la base alors qu'ils n'ont pas de moyens. Et comment faire si vous n'avez pas écrit une lettre? Et je vais aller même plus loin que ça, mais comment faire aujourd'hui déjà pour imprimer un courrier si vous devez remplir un dossier pour le chômage par exemple, vous devez fournir tout un tas de documents. Tous ces documents, vous devez bien les imprimer. Si vous n'avez pas d'imprimante ou si vous ne travaillez pas dans une société qui possède une imprimante ou si vous connaissez personne qui a une imprimante, vous faites comment pour fournir ces documents? Ou alors il faut payer, il y a des endroits. Voilà, mais quelqu'un qui va demander de l'aide au social, il n'a pas forcément de l'argent pour payer encore des impressions, du papier, etc. Alors, oui, ça va vite en fait. Hein. Mais voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que... Alors probablement que les services sociaux devraient pouvoir aider ces gens-là à imprimer des documents, j'ose espérer, mais j'en suis même pas sûre. Parce qu'on va vous envoyer chez Caritas, on va vous envoyer dans tout un tas de structures. Mais eux, c'est pas non plus ils peuvent pas faire des miracles, ils n'ont pas de baguette magique et ils sont aussi soumis à une législation administrative qui leur donne des directives et des moyens, et ces moyens souvent sont insuffisants, qu'ils soient en termes humains, parce que si vous avez... il y a trop de dossiers finalement. Les gens qui travaillent dans ces institutions ils ne sont pas multiples. Là. Encore à Fribourg récemment, il y a des gros problèmes parce qu'il manque de personnel dans les institutions de protection de l'enfance. Mais comment faire s'il n'y a plus de moyens pour engager du nouveau personnel parce qu'on ne peut plus les payer, enfin il n'y a plus de budget nécessaire suffisant pour ça, puis que le canton débloque pas ces budgets-là, vous vous retrouvez avec des familles dans le besoin, des enfants dans des situations familiales dangereuses. Ouais. Et que faire? Oui. Parce qu'on parle toujours de l'étranger, mais il faut aussi regarder chez soi. Il suffit d'ouvrir le journal. Hein. Ouais. Et ces situations-là, elles sont... Parfois, c'est des petites choses, hein, comme vous dites, imprimer les... Oui, vous devriez vous mettre à la politique. Mais les gens le font très bien, mais la politique, encore une fois, vous avez des politiciens qui font très bien leur travail et qui comprennent ces choses-là, mais c'est le peuple qui vote aussi. Oui. Et c'est le peuple qui doit être sensibilisé à ça. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour sensibiliser les gens. Bravo. Pas seulement pour donner mon point de vue, mon opinion, ça n'intéresse personne. Pour faire bouger les choses. Simplement je raconte une histoire, le roman noir se prête à ça, avec des personnages. Et ces personnages-là, on a le droit d'interpréter, le lecteur se fait sa propre opinion. Ouais. Il pourra dire, finalement, tant pis pour eux, ou se dire, il y a quand même une situation ça fait réfléchir. Je ne savais pas, voilà. Ouais. C'était le but de ce roman-là, c'est d'amener une réflexion, après libre à chacun d'en faire le résumé qu'il entend selon sa propre perception des choses. Mais je crois que oui, effectivement, de temps en temps, on devrait aussi se poser la question que, ma foi, il y a des gens qui, c'est pas un manque de volonté, c'est pas qu'ils ont un poil dans la main, c'est pas qu'ils n'auraient pas envie d'améliorer leur situation, c'est que souvent ils ne le peuvent pas.
Et ça donne une autre image de la Suisse, parce que de l'étranger, la Suisse, c'est pas du tout cette image-là. Mais c'est pas forcément un manque de moyens financiers. Non. Parfois, c'est aussi simplement un manque de moyens intellectuels. Intellectuels, ouais. Et c'est le cas. Malheureusement, c'est le cas. Mais vous avez des gens, ces formules administratives sont très compliquées. Si vous ne les comprenez pas, si vous ne savez pas ce que vous devez amener, parfois les gens ils se lassent, ils n'ont pas envie et ils se disent bah, moi j'ai rien compris, ben, tant pis. Je connais des gens qui ont renoncé aussi à l'AI alors qu'ils en avaient largement. Ils étaient largement bénéficiaires tout simplement parce que de prime abord, ils se sont vus dire un non, il faut aller voir il faut entreprendre des démarches, faire des oppositions, des recours, etc. Puis vous noyez les gens dans l'administration qui ne sont pas capables de gérer parce qu'ils n'ont pas les compétences pour le faire, et ben ils laissent tomber. Bon, et alors ils se retrouvent dans une misère noire. Et ça provoque des situations compliquées. Alors il y a un autre thème dans votre livre, c'est peut-être aussi, vous dites, page 89, vous parlez des mauvaises mères, mais qu'il faut se poser la question s'il n'y a pas aussi de mauvais enfants. Ça veut dire quoi? J'aime bien. Parce que là aussi. J'aime bien ça. C'est d'ailleurs c'est ma sœur qui m'avait dit une fois cette phrase-là. On se pose toujours la question sur les bonnes mères, mais il faudrait peut-être déjà poser la question si ce sont des bons enfants. Parce qu'on blâme toujours la mère. C'est vrai, toujours la mère. C'est toujours la mère qui est blâmée par rapport aux ajustements de ses enfants. On demande aux parents d'être des parents parfaits, alors que la perfection n'existe pas. Et du moment où vous êtes parent, comme disait cette psychologue canadienne, entrer en maternité, c'est entrer en culpabilité. Donc, du moment où vous êtes parent, vous êtes responsable, on vous accuse de tout et rien. Dès que l'enfant fait un pas de travers, c'est de toute façon la faute à l'éducation, c'est de toute façon la faute aux parents, quand bien même l'enfant aurait une maladie quelconque ou souffrirait d'un trouble du comportement, par exemple, etc. C'est toujours la faute des parents. C'est vrai. Et puis ensuite, quand les enfants grandissent et quand il leur arrive un peu des tuiles dans la vie, c'est toujours la faute des parents aussi. C'est parce que tu ne m'as pas éduqué comme ci, c'est parce que tu ne m'as pas donné ça, si tu m'avais inscrit à telle école, si tu avais fait ci, si tu avais fait ça. C'est une notion qui est très très moderne, de toujours accuser, enfin, on accuse les mères depuis la nuit des temps de tous les maux de leurs enfants, de toute façon, ça c'est pas nouveau. Maintenant, la notion qui est nouvelle, c'est qu'à l'époque, quand vous étiez un enfant, on vous demandait de respecter votre père et votre mère et vous vous battiez, vous faisiez les choses pour que vos parents soient fiers de vous. Aujourd'hui, si l'enfant échoue, si quelque chose se passe mal dans sa vie, c'est la faute des parents. Et là, il y a quand même aussi une incohérence totale. Donc avant qu'une mère s'accuse d'être une mauvaise mère ou se demander, c'est bien qu'elle se pose la question, parce qu'il y a aussi des mères abusives, j'entends bien, mais avant qu'on se pose la question de savoir si une femme c'est une bonne mère, mais quand même d'abord que l'enfant se pose la question de savoir si lui il a fait aussi des choses de manière à ce que sa maman soit fière de lui, ait moins de travail, est-ce qu'il peut aider. Je veux dire, aujourd'hui la plupart des femmes travaillent aussi, c'est pas évident de cumuler un job et puis des fonctionnalités de mère. Et c'est pas forcément un choix. Quand on sait que la moitié de la population est divorcée, enfin pas la moitié, mais enfin une bonne majorité, la population la plus pauvre de Suisse aujourd'hui, ce sont des familles monoparentales. Et la majorité des familles monoparentales, ce sont des femmes qui sont seules avec des enfants. C'était pas forcément un choix. Elles n'ont pas forcément le choix de devoir subvenir aux besoins de leurs enfants, parce que vous avez des hommes qui ne sont pas forcément des pères exemplaires et qui oublient un tout petit peu qu'ils sont des pères même quand ils ne sont plus des maris, et qui s'économisent volontiers le prix de la pension sur le dos de la maman. Alors la maman, évidemment qu'elle va travailler, elle n'a pas tellement le choix. Mais est-ce que l'enfant... aujourd'hui, on a quand même un peu, parfois j'ai l'impression, le culte de l'enfant roi, mais on se pose la question de savoir que oui, un enfant petit, s'il dérange, il peut ranger. Oui, un enfant, on peut lui demander d'essuyer la vaisselle, il peut mettre la table, il peut débarrasser, il peut mettre ses chaussettes au sale. Et puis, à partir d'un certain âge, je trouve que c'est pas compliqué d'appuyer sur un bouton d'une machine à laver. Et ça peut aider tout le monde. Mais cette notion-là, c'est une autre génération. Donc, avant d'accuser les mères d'être des mauvaises mères, peut-être que les enfants devraient se poser la question de est-ce qu'ils font tout juste pour aider leur maman dans le quotidien de leur vie, alors que leur maman s'évertue à pouvoir déposer de la manger sur la table. Mais on passe d'un extrême à l'autre, parce qu'à l'époque de mes parents, on t'expliquait rien, on disait c'est comme ça, et tu fais comme ça. Tout à fait. Maintenant, on explique, on réexplique. Mais il y a aussi une notion d'individualité de l'enfant, à se poser la question que oui, quand on a une maman qui travaille toute la journée, éventuellement on peut donner un coup de main aussi à la maison. Et puis il y a plus de divorces justement maintenant, parce que les femmes osent finalement
elles travaillent, elles quittent leur mari, elles ne restent pas à la maison à s'occuper. Alors, dans les cas de divorce, les sources de divorce sont multiples. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a probablement plus qu'avant. On divorce plus qu'avant, parce qu'il y avait aussi une notion parfois à l'époque où la femme n'avait pas le choix de rester. Juste pas le choix pour des raisons financières, parce que les enfants, parce que ça ne se faisait pas, parce qu'il y avait aussi toute l'omerta de l'entourage qui s'y opposait, c'était difficile. Aujourd'hui, on a cette possibilité-là, elle existe. Maintenant, il faut que ce soit les mères ou que ce soit les pères, il ne faut pas oublier que quand on n'est plus en couple, on reste encore des parents. Et ce n'est pas normal que seul un des membres de la communauté parentale subvienne aux besoins des enfants. Et ça, je dis autant pour les hommes que pour les femmes. Il me semble que quand on a un enfant qui est en âge d'être scolarisé, madame, elle peut aussi retrouver un travail et soulager aussi financièrement la manne, et que ce soit le quotidien du père également. Ça va dans les deux sens. Mais je crois que cette notion-là, elle est un peu parfois vite oubliée, ce qui n'empêche pas que l'enfant qui est au milieu de tout ça, évidemment, a aussi son rôle à jouer dans le cercle familial. Et pour moi, un enfant, il est tout à fait capable, il ne va pas perdre un bras s'il met la table. En tout cas, les miens l'ont fait depuis qu'ils étaient en âge de porter une assiette. Ils ne sont pas morts, ils sont grands, ils sont aujourd'hui tous les deux parfaitement autonomes, ils savent tous les deux faire la lessive, faire à manger, mettre une table, s'occuper de leur ménage. C'est des garçons qui sont parfaitement autonomes, et je ne crois pas qu'ils ont été battus ou qu'ils s'en plaignent aujourd'hui. Oui. Alors, donc, beaucoup de sujets de société, parce que vous parlez aussi, page 106, de l'EMS. Est-ce que l'EMS est aussi une autre prison, on pourrait dire? Alors, oui, alors ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu, qui était une incohérence totale pour moi. Quand j'avais une vingtaine d'années, je faisais quelques veilles par mois dans un hôpital gériatrique. Et j'ai été totalement surprise de voir à quel point on infantilise les personnes âgées, à un point qui pour moi m'avait quasi choquée. On se dit, mais on a été un facteur économique toute sa vie, on a travaillé toute vie, on a contribué à l'économie d'un pays, on a peut-être acheté une maison, on s'est levé tous les matins pour aller jobber, et qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes dans un home pour personnes âgées? On vous dit à quelle heure, en tout cas, peut-être pas dans tous les homes, mais dans celui où je travaillais, c'était le cas, et c'est pas une exception, on va lever les gens. Moi, je devais réveiller des personnes âgées qui dormaient à point fermé, parce que l'heure du déjeuner, il était à 8 heures, alors il fallait les lever à 7 heures pour les coiffer, pour les habiller, des personnes qui avaient un peu plus de peine, parce que ma foi, le déjeuner était servi à 8 heures, on n'allait pas faire un revival pour les personnes qui avaient envie de dormir un peu plus longtemps. Alors après, je pense que c'est aussi culturel, mais est-ce qu'on pourrait changer ça, avoir une autre manière de voir intégrer les personnes âgées plus. Alors, il y a beaucoup de choses à changer. Et dans votre livre, finalement, il soulève beaucoup de problèmes de société. Hein. Alors, très probablement, dans ce cas-là, il faudrait choisir un home qui offre cette possibilité de déjeuner à des heures différentes, mais j'imagine que c'est un coût aussi, parce que ça implique plus de personnel. Oui. Si vous avez un personnel qui est restreint ou un budget pour du personnel qui est restreint, ça implique que, ma foi, vous devez faire en masse. Donc, c'est tout le monde à la même enseigne, tandis que peut-être, si vous avez des moyens financiers de vous payer un MS à 10 000 francs par mois, peut-être que vous aurez un service personnalisé, mais qui a ces sommes-là à la retraite? Alors, des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont économisé toute leur vie pour laisser un héritage à leurs enfants, la récompense. Se retrouvent complètement démunis. Donc, ils doivent payer des fortunes, parce que ça coûte un œil, ces EMS. Ils vont peut-être perdre leur maison, ils vont perdre des économies d'une vie qu'ils ne vont pas pouvoir profiter ou léguer. Tout ça pour payer les joyeux services d'une institution où on vous dit à quelle heure vous devez manger, qu'est-ce que vous devez regarder, à quelle heure on va venir vous chercher pour ci ou pour ça. On va pas vous laisser choisir aussi ce que vous voulez manger. Et en plus de ça, vous n'aurez même pas le droit de boire vos petits verres en chambre. J'irai même jusqu'à votre mort, parce que s'acheter un cercueil et trouver une place dans un cimetière, ça coûte énormément. Ça coûte une fortune. Il y a des gens qui se font incinérer pour ça. Mais je vais même aller plus loin, mais je sais que ça va faire un outrage. C'est le cas de ma mère. Mais je vais aller, oui, mais je vais aller même plus loin. Il y a des personnes qui sont même plus capables de se payer les services nos ecclésiastiques, parce qu'il existe une joyeuseté nationale qui s'appelle l'impôt ecclésiastique. Donc vous payez des impôts pour être croyant. Ouais.
selon votre religion, en tout cas à Fribourg c'est le cas. À Fribourg, vous voyez parce que vous payez l'impôt cantonal fédéral plus l'impôt ecclésiastique, tandis que je crois que dans le canton de Vaud, c'est compris dans les impôts directement, ils le font à la sournoise. Mais vous payez un impôt qui est un pourcentage sur votre avis de taxation. Donc les gens qui n'ont pas de moyens financiers, la première solution qu'ils vont faire, c'est de se désinscrire de l'Église pour arrêter de payer cette contribution, ce petit impôt. C'est quand même catastrophique. Mais c'est une catastrophe. C'est plein de petites choses que vous pointez et qui sont révoltantes finalement. Mais révoltées après avoir lu votre livre en fait. C'est une donnée que tout le monde connaît, personne oui, mais l'ignore. Mais voilà, donc vous n'êtes plus dans l'Église, qu'est-ce qui se passe après à votre mort? Ouais, déjà, exactement. Alors, en conclusion, le vrai danger, c'est quand les gens n'ont plus rien à perdre, même leur vie. Oui. C'est ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, on le voit avec toute cette population de migrants qui prennent le risque d'embarquer sur des embarcations de fortune où c'est de notoriété publique et vous n'êtes pas sûr d'arriver au bout. Des gens se noient, ils perdent leur vie, mais ils n'ont plus que ça. Et ils prennent le risque parce que les situations de misère sont tellement énormes dans leur pays que, ma foi, ils tentent leur chance, quoi. C'est la roulette russe. Et quand on n'a plus rien à perdre, même pas la vie, on est capable de tout, c'est sûr. Voilà, et d'un meurtre également, enfin de tout ce que... donc finalement, on est tous capables du pire. Hein. Tous les êtres humains sont capables du pire. C'est simplement la raison qui leur manque. Donc ma dernière question, les actes sans raison le sont-ils vraiment finalement? J'ai un doute là-dessus quand même. Très bien. Bon, je vais vous demander si vous voulez bien de nous lire un petit extrait. Oui, avec plaisir. Margot se remémora son départ précipité de la salle d'attente du service social où elle avait entamé des démarches afin d'obtenir de l'aide. Elle songea que c'était pareil partout pour les pauvres gens. En haut, on ne comprenait pas la vraie misère du peuple occidental, celle qui dépasse les aspects financiers primaires. On n'avait pas saisi l'essentiel, ou alors peut-être était-ce le contraire, et on en jouait jusqu'au fil de la ficelle de la corde. Ensuite, on s'insurgeait et on prétendait. On véhiculait et on vitupérait. On s'époumonnait et on crachait. Sur tous ces profiteurs des institutions sociales, sur cette horde d'étrangers qui se remplissaient grassement les poches avec les impôts qu'on prélevait au détriment du brave contribuable harassé, sur les poils dans les mains, les ventres à bière, les faux éclopés et les vrais divorcés, sur ceux qu'on accusait d'avoir la flemme comme moteur et la volonté dans les bottes, qu'on dépeignait tels des oisillons le bec ouvert, parasites de la société, lits de l'humanité. Or, la misère, la vraie, ne se comptait pas en monnaie trébuchante. La pauvreté de biens n'était pas la cause, elle en était la conséquence. D'un manque de potentiel, d'éducation, de compétences, de chance parfois. La barrière administrative était un Everest à franchir pour qui n'était pas équipé. Comment prétendre grimper à 8000 mètres sans oxygène et prévoir atteindre le sommet? C'était exactement le sentiment qu'éprouvaient les gens incapables de traduire les formulaires obligatoires aux tournures de phrases alambiquées, condamnés à espérer l'assistance d'un plus doué qu'eux. Et cette aide-là, elle sonnait rarement aux portes, au contraire des huissiers. Merci beaucoup Marie-Christine Horn. Avec plaisir, merci beaucoup pour... C'est pas fini, je viens à côté de vous. Pour terminer, c'est presque la fin, mais alors je... Venez. Allez, je viens à côté. Hop. Alors, oups. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on connaisse un peu plus. Alors j'aimerais que vous répondiez à mes questions assez rapidement, spontanément. Ok. Alors, si vous étiez un livre. L'étranger de Camus. Ok. Si vous étiez un voyage. L'île Maurice, j'en reviens, c'était tellement bien. Un animal. Un chat. Un idéal. La paix dans le monde. Un idéal. C'est un peu dur, hein. J'ai posé cette question, j'avais envie de vous la poser à vous, je la pose pas tout le temps. La justice. Ok. Une couleur. Le noir.
C'est pas une couleur, mais j'aime beaucoup l'idée de le noir est une couleur de Griselidis Real. Donc je vais dire le noir, ce qui me fait penser à son livre, que je recommande à tout le monde de lire d'ailleurs. D'accord. Une citation. Qui couche avec des chiens se lève avec des puces. C'est de qui? Je sais plus. Ok. Et puis le mot de la fin. Si vous avez un petit mot à nous dire. J'espère que ce livre permettra à des gens d'avoir une réflexion par rapport à la misère, de voir en tout cas les situations de vie différentes et de réfléchir que peut-être des gens qui se retrouvent en situation précaire, c'est pas forcément un choix, c'est pas une question de volonté, c'est pas il suffirait que. Parfois le que, quand il est aidé, un petit coup de pouce, ça peut suffire parfois à donner l'impulsion nécessaire aux gens pour se sortir de situations complexes. Donc espérons la bienveillance. La bienveillance. De voir les choses avec plus de bienveillance. Et puis d'agir peut-être, essayer d'agir quand même. Libre à chacun, mais je crois que quand on arrive à estimer des situations avec un peu plus de bienveillance, l'action elle vient par elle-même. Alors merci. Alors dernière chose, vous et avez d'ailleurs des projets... le changement passe toujours par les urnes. Qu'on n'oublie pas ça. Alors vous avez des projets en ce moment? Oui, j'ai un gros projet avec les éditions Okama. Oui. Sur un roman de Young Fantasy qu'on termine là et qui devrait paraître dans l'année. Je pense que vous en saurez bientôt plus via les réseaux habituels. Mais c'est un gros projet qui me tient à cœur, je suis contente. Il s'agira de plusieurs ouvrages. Alors, est-ce qu'on peut présenter... Alors, je laisse volontiers ma place à non, mon éditrice. Moi, je vais laisser ma place à l'éditrice qui est là, on a la chance. Alors, bonjour, c'est inattendu, bonjour. Effectivement. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Laurence. Donc, juste une présentation brève. Donc, je suis l'éditrice et cofondatrice des éditions Okama, qui sont spécialisées dans le genre fantastique et fantasy, jusqu'à cette coédition Ténébris, où là, on s'oriente plus vers le policier et roman noir. Et donc le projet qu'on a, c'est 5 romans qui sont la suite du roman feuilleton Léa qui avait été publié en 2020, qui était parti de cette idée d'offrir aux jeunes la possibilité de lire gratuitement sur les réseaux pendant le premier confinement. Donc c'était un projet de livre que j'avais à la base, dont j'ai écrit le scénario et j'ai invité 13 auteurs à écrire chacun un chapitre. Donc du coup ça a été diffusé à raison de 2 chapitres par semaine, donc c'était un boulot énorme. J'ai eu la chance d'être bien entourée au niveau des auteurs qui ont été généreux, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur ce livre, tous les bénéfices vont à la Croix-Rouge vaudoise. Voilà une action. Voilà. Et donc du coup j'avais vraiment envie de continuer à faire vivre cet univers. Donc après, j'ai refait un scénario. J'aime beaucoup faire des choses à contrainte. Et j'ai des auteurs qui sont super, qui s'adaptent vraiment assez facilement. Franchement, Marie-Christine, bravo, je tiens à le dire. Et donc du coup, c'est 5 romans qui parlent du même scénario, mais vu par 5 personnages différents. Donc on suit le monde d'après Léa, quand elle arrive dans ce monde-ci qui n'est pas le sien, bien évidemment. Et, pas un exercice facile, mais je dois dire que c'est assez super. Oui. Et donc j'ai confié la tâche à Marie-Christine d'écrire Léa, donc la protagoniste principale, parce que j'ai vraiment trouvé qu'elle a su définir et donner une impulsion très féministe, très engagée dans du fantasy, avec une personnalité très forte. Tu me dis si je me trompe, s'il te plaît. C'est gentil, j'aime beaucoup. Et qui a été fait avec beaucoup d'intelligence et de subtilité. Et c'est vrai que cette Léa-ci, j'aurais aimé pouvoir la lire quand j'avais 16 ans, vu que c'est un roman pour les adolescents. Les jeunes, ouais. C'est ce qui était très intéressant à faire aussi, justement, d'écrire pour cette jeune génération. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup aimé, j'avais déjà beaucoup aimé le monde de Léa dans la première édition. Je ne fais pas du tout du fantasy junior normalement.
Et, enfin, jeunesse, mais là, je dois dire que je me suis prise au jeu. Et quand Laurence m'a proposé justement de collaborer sur ce nouvel opus, j'ai dit, bon, c'est un exercice qui n'était pas évident parce que ça me sort de ma zone de confort du roman noir, c'est tout un autre style, une autre écriture. Mais finalement, cette jeunesse qu'on a aujourd'hui, elle est déjà engagée, elle est beaucoup plus engagée que nous l'étions à l'époque. Et c'était vraiment plaisant de travailler sur un univers pour cette jeunesse-là. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Bon, et puis pour 2024, alors un festival Oh mon Dieu, 2024 va être une très belle année parce que nous fêtons les 5 ans des éditions Okama. Déjà. Donc d'où ces 5 romans et une petite surprise aussi à la fin. Et du coup, on a ces 5 romans, plus on va continuer la collection Okapoche. Et Marie-Christine va également sortir un recueil de nouvelles, une réimpression. C'est ton premier écrit ou un des premiers en tout cas? C'était mon 3e. C'est un recueil de nouvelles qui s'intitule « Le nombre de fois où je suis morte ». Et je suis particulièrement heureuse qu'il sorte Il est épuisé depuis quelques années maintenant. Et donc je suis vraiment heureuse qu'il puisse ressortir dans cette collection en poche aux éditions Okama. Je me réjouis vraiment beaucoup. C'est aussi un ouvrage qui me tenait à cœur. Et ça, c'est début séquence. Alors, ce sera pour le salon littéraire Mauvais Genre, donc on va le sortir à ce moment-ci, vu que c'est ma 2e casquette, va-t-on dire. Et puis, c'est vrai que... Et Mauvais Genre, pourquoi vous l'avez intitulé comme ça? Alors c'était un pied de nez, c'est Laure Millon-Creuset qui était la marraine de la première édition, qui a trouvé ce terme qui je trouve est très musical. Étant musicienne, ça m'interpelle toujours, d'avoir ce bon sens du rythme, quelque chose qui coule dans l'oreille. Et j'avais envie de faire ce pied de nez parce qu'il y a une différenciation entre ce qui est de la littérature classique qu'on appelle blanche et la littérature dite du genre. Et donc du coup, moi qui suis un peu punk dans l'âme, voilà, je me suis dit mauvais genre, voilà, pour un peu bousculer les idées préconçues, mais qui réunit, effectivement, ce festival réunit un peu le polar, aussi la littérature engagée, hein, que ce soit le roman noir, mais pas que. Et puis la bande dessinée aussi. Donc, Génial. C'est un super salon. Vraiment. Ça, c'est en septembre? C'est le premier week-end, si je ne m'abuse, c'est le samedi 5 octobre. Donc on fait le vendredi à partir de 16h jusqu'à 19h et des ateliers scolaires aussi. Ouais. Et il y a le salon du livre aussi Oui, alors salon du livre, on y sera bientôt, bien sûr. C'est bientôt, là, c'est en mars. Oui, c'est en mars. Marie-Christine sera présente également au salon du livre. Génial. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et puis à la prochaine fois, peut-être. Merci. Merci. Bonne journée, au revoir.